Dans le podcast Goal of the Week précédent, nous avons partagé les clés d'un super recrutement. L'étape qui s'enclenche ensuite est celle du onboarding, et c'est une période à la fois stratégique et souvent maladroitement réalisée. Quels sont concrètement ces enjeux ? Comment l'organiser et éviter les loupés ? Qui doit l'orchestrer ? Pour y répondre, nous sommes allés voir deux experts du sujet, Agnès Bazin, Chief Development Officer chez Doctolib, et Alexandre Grenier, cofondateur de Workello, qui propose un outil unique d'accueil et d'intégration des collaborateurs. Salut Alexandre. Bonjour Arnaud. Avec Workello, vous proposez une solution de onboarding auprès des entreprises en forte croissance. Tu as pu voir ce sujet pris en charge par différentes entreprises avec plus ou moins d'adresses. Pourquoi c'est un enjeu absolu, l'onboarding ? Alors en fait, l'onboarding, déjà ça vient d'un mot anglophone parce que c'est originaire des États-Unis et c'est principalement en gros l'intégration du collaborateur dans l'entreprise. Donc c'est de faire que le collaborateur soit le plus à l'aise possible dans l'entreprise, comprenne les différentes personnes avec qui il va collaborer et puis personnellement après monte en compétence sur un certain nombre de domaines. Du coup, les entreprises américaines, pourquoi elles se sont intéressées à ce sujet-là avant peut-être certaines entreprises européennes, c'est parce qu'il y a une très forte compétition entre les talents là-bas et donc du coup la phase d'onboarding est très importante pour permettre de garder les talents, de les fidéliser et puis après de les faire monter en compétences le plus rapidement possible. Et nous aujourd'hui on est en train de voir que sur certains domaines, aujourd'hui on a pas mal de compétition à la fois entre entreprises puisque en gros aujourd'hui notamment sur des nouvelles générations qui arrivent, les gros groupes par exemple ont peut-être un peu moins d'attrait pour les nouvelles générations et donc du coup travailler sur tous ces enjeux de marque employeur, d'expérience employée et donc d'onboarding en soi, ça a du sens pour fidéliser et attirer les talents. Et puis après sinon il y a toute une partie aussi montée en compétences du collaborateur qui est importante et donc les entreprises aussi prennent conscience que c'est dès l'onboarding qu'on travaille sur ces sujets-là. Et donc des boîtes, par exemple, dans le retail, ont tout un enjeu assez fort à travailler sur l'onboarding et vraiment le cadencer pour que les collaborateurs soient opérationnels. En quoi justement c'est hyper important de mettre les moyens sur l'onboarding et que c'est pas juste quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment quelque chose qui peut-être t'évite justement des frais plus tard. C'est ça, il y a un vrai enjeu en fait derrière l'onboarding qui est un enjeu aussi un risque qu'on essaie de couvrir, c'est le départ du collaborateur après quelques semaines dans l'entreprise, parce qu'entre les frais de recrutement, on sait qu'aujourd'hui ça coûte très cher de recruter, notamment avec des profils qui sont assez pénuriques en partie technique notamment, les commerciaux, etc. Du coup, travailler sur ces sujets de onboarding-là amène à réduire ce risque de départ. Et puis quand on sait qu'aujourd'hui un salarié sur 5, c'est une étude qui a été publiée par Deloitte, un salarié sur 5 pense à peut-être quitter l'entreprise le premier jour lors de son premier jour dans l'entreprise parce que il se passe un certain nombre de choses, il hésite, il se pose la question est-ce que j'ai bien fait de venir là ou pas. Du coup on se rend compte que voilà il y a un vrai enjeu à travailler aussi sur ces sujets-là de onboarding. C'est quoi les enjeux en chiffres ? On parle de quoi ? Alors aujourd'hui en chiffres il y a différents éléments qu'on peut citer. Le premier c'est que il y a très peu d'entreprises qui ont des processus qui sont clairs sur le sujet, donc il y a des chiffres qui circulent notamment sur des études américaines qui disent qu'il y a 60% des entreprises qui n'ont pas de processus d'onboarding clair. Il y a aussi le fait que l'onboarding aujourd'hui, si on veut le faire de manière complète, c'est 154 tâches qu'on doit réaliser, qu'on a listé à Workello. Ça va des formations qu'on va venir cadencer, des rendez-vous qu'on va pouvoir prendre, des éléments qu'on va chercher à l'IT pour que le collaborateur ait son ordinateur et ses logiciels prêts pour le premier jour. Voilà, en gros, il y a un certain nombre de tâches et donc c'est assez chronophage à mettre en place. Deuxième élément, c'est 6 mois. En gros 6 mois, ça correspond au temps moyen de monter en compétence d'un collaborateur sur un statut cadre. Et donc nous, on pense que en travaillant un peu plus sur l'onboarding et en mettant le maximum de choses à sa disposition, eh bien, on peut réduire ce temps nécessaire pour qu'il soit opérationnel. Et donc du coup, voilà, c'est là l'enjeu ROI aussi sur l'onboarding. Après, le troisième chiffre, c'est environ 7 000 euros. Ça correspond en fait au risque qu'une entreprise prend à ne pas travailler sur l'onboarding. En fait, quand un collaborateur il quitte une entreprise après quelques semaines dans l'entreprise, entre les frais de recrutement, le salaire qu'on a alloué aux collaborateurs, plus même les autres personnes qui ont travaillé sur sa formation, sur un certain nombre d'éléments autour de lui, ça représente à peu près 20% d'un salaire moyen annuel brut. Quelles sont les étapes clés d'un bon onboarding ? Alors, en fait,
pour nous, l'onboarding, hein, il commence avant que le collaborateur soit dans l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la phase de pré-boarding. Et en fait, c'est une phase où on doit gérer le maximum d'éléments de friction entre le collaborateur et l'entreprise. Du coup, c'est toute la partie gestion administrative, toute la partie même préparation des éléments pour son arrivée. Et puis après, on essaie aussi d'envoyer un maximum un petit peu de contenu pour que la personne arrive le premier jour et qu'elle soit pas perdue, et qu'elle ait un peu de visibilité sur son agenda, sur les personnes qu'elle va rencontrer dans son équipe. Par exemple, nous, à travers Workelo, on lui demande de faire un petit portrait chinois, répondre à 4-5 questions qu'on transmet après à l'équipe. Du coup, ça permet de faciliter les premiers jours du collaborateur dans l'entreprise, etc. Et après, du coup, on vient cadencer ça par période. Nous, on conseille de faire ça par période. Donc, par exemple, le jour 1, il faut qu'il se passe cet élément-là, la semaine 1, cet élément-là, mois 1, et puis après trimestre 1, et puis après, en fonction de la durée de l'onboarding que l'entreprise définit, on met des points réguliers et on définit un certain nombre de tâches à réaliser. Donc voilà, sur chacune de ces temporalités, on définit des tâches à réaliser, et après on conseille un certain nombre de choses sur chacune des étapes. Ouais. Ça dure combien de temps un bon onboarding ? Tu parles de semaines, de mois, c'est... Alors ça dépend vraiment des profils. Tu vois, on a l'exemple de personnes qui travaillent dans le retail, par exemple, donc des vendeurs en magasin, par exemple. Eux, ils ont un onboarding qui est assez court, qui dure que quelques semaines. On peut dire qu'on est sur 3 mois au total, entre le pré-boarding et jusqu'au bout, on va dire, de l'onboarding. Après, il y a un suivi qui est fait, mais là, on dépasse le stade de l'onboarding. Puis après, sur des profils métiers très techniques, très pointus, par exemple, je sais que la SNCF, ils ont des parcours d'intégration qui durent jusqu'à 18 mois dans l'entreprise, parce qu'ils ont une partie formation. En moyenne, on va dire que c'est entre 6 et 9 mois. Pour des plus petites structures, qui est-ce qui doit s'occuper de l'onboarding ? Il y a des structures qui n'ont pas forcément une équipe RH. Ouais, alors pour moi, il y a principalement les Chief Happiness Officers qui aussi travaillent sur ces sujets-là. Les personnes aussi les managers, souvent aussi les directeurs commerciaux, les directeurs techniques, par exemple, qui s'intéressent aussi à ces sujets-là et qui se disent comment je peux faire pour que mes collaborateurs et les personnes que j'embauche dans l'équipe soient opérationnelles le plus rapidement possible. Donc il y a aussi ces personnes-là, donc vraiment de terrain, qui se disent comment je fais ? Moi, j'ai 3 recrutements à faire sur ce trimestre-là. Qu'est-ce que je mets en place ? Chaque manager, sales, marketing, a un enjeu d'onboarding auprès de ses équipes. Ouais, tout à fait. Après, dans les grosses dans les boîtes qui ont des structures RH qui sont des supports RH, à ce moment-là, en général, ce sont les RH qui viennent apporter un cadre, et après qui viennent apporter une aide aux managers. Mais voilà, en général, d'abord, c'est les managers qui sont confrontés à ces problématiques-là, et ensuite, lorsque les RH arrivent, ça fait partie de leur sujet. Est-ce que tu as une illustration de 2-3 astuces en onboarding qui sont vraiment remarquables ? Oui, il y a un certain nombre de boîtes qui justement ont été assez loin dans ce sujet-là. Il y a notamment Google qui a mis en place assez tôt dans leur développement un certain nombre d'éléments pour travailler justement sur le onboarding. Google met en place des projets seulement s'il y a un focus ROI aussi derrière. Donc très tôt, en fait, ils ont réussi à prouver la pertinence de l'onboarding d'un point de vue chiffré, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont des processus qui servent un peu d'exemple. Et je sais qu'il y a différentes personnes qui aujourd'hui témoignent, notamment nous, on a fait témoigner sur ce sujet-là. Et donc, par exemple, il y a le fait que le bureau doit être préparé pour le premier jour du collaborateur, le fait que ce soit le manager en personne qui aille chercher le collaborateur en bas lors de son premier jour, qu'il l'appelle un jour avant pour lui dire tiens, on t'attend demain à 9h à tel endroit, on est ravis de t'accueillir. Voilà, il y a un certain nombre de petites astuces comme ça, en complément d'éléments qui sont cadencés, etc., qui permettent d'avoir une expérience d'intégration qui est améliorée, quoi. Cette expérience d'intégration est primordiale chez Doctolib, start-up créée en 2013 qui fournit un service en ligne de prise de rendez-vous médicaux. Doctolib compte aujourd'hui 45 000 praticiens, 1000 établissements de santé et comptabilise 16 millions de visites par mois. Dans le top 10 des levées de fonds pour l'année 2017 avec 61 millions d'euros, la start-up est en perpétuel recrutement. Nous sommes allés rencontrer Agnès Bazin, Chief Development Officer chez Doctolib. Donc nous sommes sur la terrasse de Doctolib à Paris et nous allons parler de onboarding. Lorsqu'on parle d'enjeux d'onboarding, concrètement ça signifie quoi pour une entreprise ? Alors pour nous, dans l'onboarding, il y a 3 principaux enjeux. Le premier, c'est vraiment le partage du projet commun. Donc si je peux me permettre de prendre une métaphore sportive, quand Neymar arrive au PSG, on lui dit c'est pour gagner la Ligue des Champions, et c'est la même chose dans une entreprise. Le but, c'est que dès le premier jour,
chaque personne qui intègre Doctolib puisse connaître et poursuivre avec nous le but commun. Je pense que c'est le seul moyen de réussir un projet d'entreprise exigeant comme le nôtre, qui est de transformer la santé en Europe. Donc ça, c'est la première chose. Le partage du projet commun, c'est fondamental et on fait ça dès le premier jour avec un mot du CEO Stanislas. Ensuite, la deuxième partie, c'est pour moi ce que je dirais le collectif et le travail ensemble. On arrive dans une organisation, il y a déjà plein d'autres acteurs qui sont là et le but, c'est que je puisse comprendre comment fonctionne cette organisation, qui sont les acteurs clés. Donc dans un club de sport, ce serait rencontrer les coachs, les autres joueurs, les kinés, l'équipe soignante, etc. pour comprendre très bien les postes de chacun. Et aussi, nous, on va encore plus loin. On sait que dans certains métiers, il va y avoir beaucoup d'interactions et pour que chacun puisse se mettre à la place de l'autre, on fait faire des vie ma vie dans les autres équipes pour que chacun puisse avoir de l'empathie et comprendre les enjeux des autres et donc mieux fonctionner ensemble. Donc l'enjeu, c'est vraiment le collectif. Et le troisième enjeu qui est aussi fondamental, c'est la formation. Donc pour nous, c'est derrière la performance de la boîte. Et l'objectif, c'est que chacun soit formé à toutes les best practices métiers. Donc pour des profils seniors, par exemple, Neymar était attaquant avant d'être au PSG, mais il y a peut-être des exercices, des techniques qui font que au PSG, sur lequel il va falloir le former. Et donc ça, c'est vraiment clé. Et après, il y a aussi le fait que nous, on recrute beaucoup de personnes qui sont nouvelles dans leur métier, donc c'est former un nouveau métier. Donc vraiment 3 enjeux clés. Le premier, c'est le projet commun, la stratégie, la vision. Le deuxième, c'est le travail ensemble et le collectif. Et le troisième, c'est la formation et donc derrière les enjeux de performance de la boîte. Du coup, c'est des processus qui durent combien de temps? Parce que là, tu parlais un peu de l'accueil, c'est-à-dire il y a un mot, il y a aussi un côté on va échanger les rôles, et il y a aussi de la formation. Combien de temps ça peut durer cette période d'onboarding? Alors nous, c'est assez organisé, donc ça dure 2 semaines, c'est 1 fois par mois. Donc tous les mois, on a la Doctolib Academy, c'est un rituel dans la boîte depuis le premier jour. Donc avant même qu'il y ait une équipe RH, que tout soit structuré, il y a déjà eu une Doctolib Academy. Et donc en fait, ça dure 2 semaines en 2 modules. Donc il y a un premier module qui est lié, qui est général pour tous les employés et qui parle vraiment du projet commun. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a un mot de notre CEO Stanislas sur la vision. Pourquoi Doctolib et quel est notre projet. Et ensuite, on fait tous les modules qui sont clés, par exemple la formation sur le monde médical, comprendre le monde médical parce que ce sont nos clients. On fait aussi tout ce qui est présentation de tous les services clés et vie ma vie potentiellement dans d'autres équipes avec lesquelles je pourrais avoir à interagir pour la suite. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié au collectif, parce que le collectif, quel que soit mon service, j'aurais besoin de pouvoir interagir avec toutes les autres équipes. Donc le projet commun et le collectif pendant la première semaine. Et ensuite, il y a une deuxième semaine qui est dédiée purement au métier. Donc cette semaine est organisée par les managers de chaque département qui vont recevoir le new joiner. Et là-dessus, c'est vraiment toutes les best practices métiers, tous les outils métiers. Je suis commercial, j'ai besoin de savoir utiliser Salesforce. Je suis au service client, j'ai besoin de savoir utiliser Zendesk. Donc les outils métiers, les best practices. Et il y a aussi souvent un certain nombre de modules de formation, type des roleplays, des vie ma vie, des séances de coaching, etc. pour s'assurer en fait que tout le monde commence sur une bonne base et au même niveau pour pouvoir réussir dans son métier dans les semaines à venir quand il prendra son poste. Dans l'étape de onboarding, finalement, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas louper? Alors l'onboarding, on peut le penser dès le moment où le candidat a dit oui pour rejoindre Doctolib. Donc en amont, il y a toute une partie administrative où là, c'est toujours important d'être très précis sur les détails du contrat, les détails de l'arrivée, etc. parce que on se doit d'être précis là-dessus. Donc la partie administrative avant l'arrivée. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est le partage du projet commun. Donc d'avoir la vision dès le début, puisqu'en fait tout ce qu'ils vont voir derrière va être à l'aune de ça. Ensuite, l'explication de toute la structure de l'entreprise et qu'ils puissent connaître chacun des services, connaître l'organisation. Et enfin, la formation métier. Pour nous, c'est vraiment les étapes clés qui sont ponctuées bien sûr de tout un tas d'autres éléments comme la rencontre de son buddy, un welcome lunch, une pizza de fin d'EA, nous ce qu'on fait pour que tous les personnes du bureau viennent rencontrer les nouveaux. Donc il y a tout un tas d'étapes qu'on peut mixer au milieu pour plus la partie convivialité de l'expérience. Tu as parlé de buddy, est-ce que tu peux préciser qui c'est et le rôle qu'il aurait dans le onboarding? Oui, alors j'ai même parlé de DoctoBuddy, puisque c'est comme ça qu'on les appelle chez Doctolib. Et donc le rôle du DoctoBuddy est très simple, c'est vraiment un ami qui va être là au premier jour pour te donner les bons plans de resto autour, te proposer d'aller jouer une partie de ping-pong ou bien t'aider dans une solution.
Par exemple, nous on essaye beaucoup de faire des buddies cross-département. Un tech qui va avoir un buddy commercial ou un commercial va avoir un buddy qui va être à la finance. Et donc comme ça peut faire un point de contact de plus dans l'entreprise. Du coup, qui est en charge chez vous de l'onboarding ? Ça se passe au niveau RH, ça se passe ailleurs ? Alors c'est une bonne question, ça prend du temps. Et en effet, il faut prévoir d'y investir du temps, hein, c'est la première chose. Et chez nous, il y a un département Learning et Développement au sein des RH qui s'en occupe. Donc parce qu'on est maintenant beaucoup plus grand et structuré, on est 450. À l'époque, ça a surtout été moi, puisque j'ai toujours eu la prérogative RH avec une équipe. Donc ça, c'est la première semaine, la partie projet commun et collectif, connaître l'entreprise, comprendre toute la partie organisation et aussi administrative. Donc ça, c'est du côté de la partie RH. Et après, ce qui est clé pour nous, c'est de garder les savoir-faire dans les métiers. Et donc, c'est chaque département qui s'occupe de la deuxième semaine de formation métier. Et là-dessus, un conseil, c'est vraiment de mettre les meilleures ressources. Puisqu'en fait, la qualité de la formation et la qualité de vos équipes demain dépendra aussi de la qualité de la prestation. Et donc, il ne faut pas hésiter à libérer du temps du directeur commercial, du CEO, du directeur marketing pour aller présenter. Et nous, ça fait 4 ans, on est 450 et chaque mois, ça n'a jamais été une autre personne que le CEO, le directeur marketing, le directeur financier qui vont venir présenter les départements. Et bien sûr, parfois, il y a d'autres personnes qui interviennent en fonction des expertises et des sujets sur lesquels on a formé. Mais la clé, c'est de mettre ses meilleures ressources et du coup, pour ne pas que ça prenne trop de temps, faire des promos, ce qu'on appelle nous des promos, pour éviter qu'il y ait des onboarding qui soient trop récurrents par rapport au volume de recrutement. En fait, le onboarding, c'est aussi l'enjeu de la connaissance dans les organisations. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez apparaître partout chez les corpos, au-delà d'Octolibre. Oui, alors c'est sûr qu'un des 3 enjeux de l'onboarding, c'est la connaissance, enfin la formation, en plus de partager une vision commune et de former un collectif et une équipe avec le reste de l'entreprise. Et pour moi, ça rejoint vraiment cet enjeu qui est aujourd'hui celui qu'on appelle du learning and development. Et donc pour moi, en fait, c'est la clé d'une scale-up pour toutes les entreprises qui ont comme vision de devoir grandir rapidement en termes d'effectifs. C'est fondamental d'investir dès les premiers jours dans la structuration de la connaissance pour la rendre transmissible. Et donc, se permettre de dire que demain, on va pouvoir avoir une équipe de 10 personnes qui vont faire aussi bien les choses que la première personne qui le faisait. Et je pense que c'est vraiment une étape clé, par exemple, pour un directeur commercial, la première fois qu'il y a un deal qui est vendu pas par lui, mais par quelqu'un de ses équipes, c'est une énorme victoire et c'est les premiers pas dans le learning and development. Et sinon, est-ce que tu as des secrets de sauce à nous partager ? Les secrets de sauce. Alors, une des secret sauce, secret sauce, pardon, à la française. Pour moi, c'est vraiment d'investir ce qu'il faut pour avoir une expérience employée incroyable. Aujourd'hui, on parle d'expérience candidat, d'expérience client, et il y a aussi une vraie expérience employée. Donc pour nous, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte avec un mot personnalisé du manager le premier jour, un t-shirt, un welcome lunch dans un resto sympa du coin, un petit texto ou un petit mail du manager qui le premier jour va l'appeler ou lui envoyer un message pour s'assurer qu'il est bien là. Et en fait, toutes ces petites touches qui vont permettre de faire une expérience qui soit un peu magique pour la personne qui arrive, en fait, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de faire que la personne va être engagé dès le premier jour et va devenir acteur de son onboarding. Et nous, on leur dit toujours, cet onboarding et la qualité de cette promo, il y a vraiment la notion de promo au sein de Doctolib, c'est vous qui allez la faire. Et donc, soyez proactifs, proposez des choses. Et en fait, parfois, il y a des promos qui ont pris des initiatives qui sont devenues des modules des promos suivantes dans l'onboarding. Et donc pour moi, cette expérience employée est fondamentale pour en fait engager les gens des premiers jours, et dès le premier jour, ils disent c'est quelque chose d'incroyable, il faut que je m'investisse à 100%. Donc finalement, les 2-3 conseils pour une start-up qui veut se lancer dans le onboarding. Le premier, je dirais, passez-y du temps, préparez-le bien et mettez surtout vos meilleures ressources pour former vos nouveaux. La première chose. La deuxième, ce serait la secret sauce, donc de penser à vraiment personnaliser l'expérience et ces petits wow effects
en termes de convivialité qui permettent en fait d'engager et de prouver à chaque personne que vous avez recrutée que c'est bien lui sur lequel vous comptez pour la mission de l'entreprise. Et la troisième chose, je pense que c'est ce qui est vraiment lié aussi nous à notre culture sportive, c'est la culture du feedback et de la remise en cause. Ce que je viens de vous expliquer, on l'a pas construit en une journée. Notre première Doctolib Academy évidemment ne ressemblait pas du tout à ça, mais c'est parce qu'on a cet état d'esprit sportif où on se remet en cause à chaque fois. On se dit on ressort jamais la même sauce et le même programme, qu'aujourd'hui on a réussi à construire quelque chose de ce niveau-là. Merci la team, merci Agnès, merci Lise, merci Antoine, merci Pauline. À bientôt. À bientôt pour le prochain Goal of the Week en septembre, où nous vous donnerons toutes les clés pour composer un vrai board. Retrouvez le script complet et la bibliographie sur le compte Medium de Numa, et n'hésitez pas à rejoindre le programme d'accélération. Ciao!